rejoindre le Danube, rien ne vaut un passage à Munich. Il ne faut pas manquer les vieux marchés, et ici en particulier trône l'arbre de mai. C'est une tradition en Bavière d'ériger un tel arbre très décoré pour le 1er mai. L'ancien hôtel de ville se reconnaît grâce à ses tourelles pointues qui se voient bien de loin, mais c'est l'extraordinaire carillon du nouvel hôtel de ville qui laissera aux visiteurs un souvenir tout à fait inoubliable. Le Hofbräuhaus est la brasserie la plus ancienne et la plus typique de Munich. Les habitués y ont leur shop personnel, elles sont cadenassées. Ce quartier typiquement bavarois est évidemment très fréquenté non seulement par les touristes, mais également par tous les autochtones. Et ici, nous nous dirigeons vers l'église Saint-Gabriel. C'est un des lieux incontournables, de même que l'Opéra de Munich, avec sa très belle façade. Salzbourg est une belle ville, mais sous la pluie, la promenade n'est pas tout à fait réussie. La forteresse surplombe la vieille ville sur la rive gauche du Salzach. Au centre de la vieille ville, nous allons trouver plusieurs musées, plusieurs églises, une très belle place avec sa fontaine et naturellement l'extraordinaire cathédrale de Salzbourg. Sous la somptueuse coupole baroque, il faut admirer les orgues. Ce sont 4 orgues qui, à l'aplomb de la coupole, se font face dans le sens nord-sud et est-ouest. Au pied de la falaise se trouve une petite église avec un très joli petit cimetière qu'il faudrait visiter par beau temps, pour rejoindre ensuite la maison natale de Mozart, sous laquelle un malheureux magasin Spar fait du commerce. Ici, les belles vaches vous invitent à déjeuner au Sternbräu. Créée il y a plus de 1000 ans, l'abbaye de Melk est une abbaye imposante, extraordinairement bien entretenue, tant en ce qui concerne les extérieurs que les intérieurs que l'on peut visiter puisqu'ils sont aménagés en musée. Les salles visitées sont très bien mises en valeur. Le parcours est instructif. Sur le plan didactique, tout est parfait et une mise en scène avec un concept assez moderne est tout à fait appréciable. Une salle est même spécialement aménagée en palais des glaces pour agrémenter le parcours. Une belle occasion pour le caméraman de se présenter. Dans une autre salle, un diaporama
en 3D est projeté sur les 4 murs d'une salle. On peut aussi admirer les plafonds peints en trompe-l'œil, assez extraordinaires dans 2 très grandes salles. Le sol montre des bouches de calorifères. Et puis, on a accès à une terrasse qui vient en surplomb du Danube. L'abbaye de Melk fait partie des chefs-d'œuvre qui ont été préservés durant la dernière guerre, ce qui explique aussi son état qui est vraiment irréprochable. L'abbaye de Melk est l'une des abbayes les plus richement décorées au monde. Sa chapelle couverte de feuilles d'or est absolument extravagante. L'extraordinaire pendule entièrement construite en bois semble nous signifier que l'heure du départ est arrivée. Il ne faut pas quitter la région sans se promener dans la vallée de la Wachau pour aller vers le village de Dürnstein. Cette région est riche en vignobles, mais aussi en fruitiers, notamment avec les plantations d'abricotiers, produits en très grande quantité. La dégustation du vin de la région s'impose. Ce sont des vins assez subtils et parfumés, très agréables à déguster. Pas de souci dans le coin pour trouver du très bon vin de Metz. Ici, dans la région, on peut remarquer des pêcheurs qui ont l'air de pratiquer la pêche au carlet, comme celle pratiquée sur certaines côtes de l'Atlantique. À Vienne, des bateaux de croisière stationnent en plein cœur de ville, ce qui est extrêmement agréable pour les visites. Vienne se veut une ville verte, mais ce n'est pas de ce fait qu'elle a acquis une réputation mondiale, c'est plutôt à cause de l'architecture des bâtiments, dans un grand éventail de styles qui souvent est comparé à l'ensemble des styles que l'on peut retrouver à Paris. Ici, nous trouvons la Grande Roue et l'Hôtel de Ville. Et voici le Parlement. À Vienne, les styles architecturaux se mélangent courtoisement, aussi bien néoclassique que haussmannien. Le musée d'histoire naturelle et le musée de la peinture
se font face de part et d'autre de la très belle place Marie-Thérèse. Le palais impérial des Habsbourg. Mais qui donc se promène incognito? Le palais impérial est constitué de différents bâtiments qui se sont construits au fil des siècles à partir du XIIIe siècle. Contrairement à ce que laissent entendre les plans touristiques, l'influence Art Nouveau ne se fait pas tellement sentir. Par contre, on peut découvrir des bas-reliefs et surtout des hauts-reliefs extrêmement intéressants. On remarquera également de très belles grilles, de très beaux porches, des coupoles magnifiques pour se reposer ou tout simplement pour le plaisir de rouler carrosse. Ici, les cochers attendent le touriste. Et les voitures sont extrêmement rares dans ce quartier du premier arrondissement qui est majoritairement occupé par le palais. À l'approche de la cathédrale, les touristes se pressent car la cathédrale est le lieu de rendez-vous où se retrouvent les groupes. La cathédrale se visite, mais elle se filme difficilement vu les effets d'éclairage. La visite du château de Schönbrunn fait partie des incontournables à Vienne. Le Versailles autrichien est tout de même un petit peu plus petit que le Versailles français. Les appartements et les salles du château sont visitables, mais il est strictement défendu de photographier ou de filmer ces intérieurs pourtant extraordinaires, comme le prouvent ces quelques photos trouvées sur Internet. Fort heureusement, les jardins échappent à cette règle souvent incompréhensible, en particulier pour la vidéo qui ne provoque pas de dégâts comme le font parfois les appareils photo équipés de flash. Les sites, les pays se privent de la publicité que pourraient faire les images circulant plus généreusement, en particulier sur le net. Découverte de Bratislava, capitale de la Slovaquie, une ville qui paraît plutôt quelconque par rapport aux autres capitales danubiennes. La cathédrale n'est pas exceptionnelle, elle est affublée d'un environnement assez bizarre, un bâtiment qui mériterait plutôt la démolition, mais qui doit représenter un souvenir pour les habitants de Bratislava. La visite de la cathédrale est payante, moyennant quoi les guides encouragent les visiteurs à visiter le vieux quartier. Les guides, même lorsqu'ils sont professeurs de français, ne parlent pas un très bon français.
Cet arbre de dessin est passé pour château, Père Lagarde, sur reconstruction à là, se trouve l'escalier. Toute une partie du vieux quartier est vraiment mal entretenue, des graffitis qui surchargent tous les murs, y compris dans cette petite rue qui se veut la plus petite rue de Bratislava. Exception faite pour cette boutique aux jolis volets. Les jardins publics ne sont guère mieux lotis. Plus séduisant est le petit quartier qui mène à la porte Saint-Michel. C'est un des bâtiments les plus anciens de la ville. L'église des franciscains est plus élégante, elle se situe toujours au cœur de la ville. Son intérieur est du style baroque et son intérieur se visite. Et voici le palais primatial avec sa très belle cour intérieure. Dans le quartier de l'ancien hôtel de ville que voici, nous trouvons la sculpture de Kumil qui est visitée par tous les touristes passant à Bratislava, où les visites se terminent très souvent place d'Armes dans une sympathique brasserie décorée façon Art Nouveau. Navigation vers Budapest vue de la cabine, le bon soleil étant préférable, mais par beau temps seulement. Et là, il semble que la pluie s'acharne. Et ici, surprise, est-ce un mirage ou le Danube est-il vraiment bleu? Effectivement, c'était un mirage. Ah mais c'est l'heure du conférencier. Donc ce couronnement, cette reconnaissance par la papauté, c'était en échange de l'acceptation par les Croates de la liturgie latine et donc leur entrée définitivement dans la confession romaine. Alors les Serbes, quant à eux, s'installent plus au sud. Tout le long de la Dalmatie, ils vont fonder plusieurs principautés. Nous avons la principauté de Pagani, celle de Travoni et celle de Kulmi dans le sud de le sud de la Bosnie, qui s'appellera plus tard l'Herzégovine. Budapest, départ pour la visite de la ville. À Budapest, les guides sont excellents. Parlant de la chute de l'Empire de la monarchie austro-hongroise, on a débaptisé ce pont, maintenant il s'appelle le pont de la Liberté. Et c'est dans cet hôtel-là qu'on a fait en 1927, à l'extérieur, la première piscine. C'est dans cette église que nous avons promulgué en 1456 l'Angélus. On va les suivre. Comme dans toutes les villes hongroises, on trouve ici le mémorial de la peste érigé en 1712 face à la cathédrale Saint-Matthias qui se trouve sur les hauteurs à Buda. À l'aplomb de la colline se trouve également le bastion des pêcheurs. C'est un endroit incontournable avec une vue magnifique sur l'autre rive, sur le Parlement. Des lieux très visités même par tant de pluie. Mais là, on hésite tout de même à descendre du car pour voir de plus près la synagogue.
Il faut partir à pied depuis le hall d'exposition, un très bel édifice, pour aller vers la place des héros. Sur cette place donne également le Palais des Arts et le Musée des Arts Déco. Ici, les amateurs s'attardent naturellement sur les statues. Et voici les extérieurs des bains Széchenyi, très réputés à Budapest. Les amateurs ne se contenteront pas des extérieurs, mais iront passer quelquefois une demi-journée dans ce lieu magique. La fameuse patinoire l'hiver, qui a maintenant, depuis quelques mois maintenant fermé, et qui sera donc un étang pour faire du canotage. Où il y a le parapluie bleu à droite, c'est l'ambassade de la Russie. L'ambassade de la Russie, voilà les bouches de métro jaunes. Et voici la grande halle de Pest. La découverte du centre de Pest et en particulier sa grande artère commerciale et touristique se mérite car elle se fait à pied. Et on parcourt facilement 2 ou 3 kilomètres. On peut aussi apercevoir la grande roue, mais il faut surtout visiter la basilique Saint-Étienne. C'était bien agréable, hein? À 45, je pense. Bien entendu, on ne rate pas l'extraordinaire, mythique pâtisserie Gerbaud, ni la balade nocturne sur le Danube avec l'extraordinaire Parlement.
Entre la Hongrie et la Croatie, les passages de frontières sont souvent laborieux, c'est pourquoi les bateaux laissent les passagers à Moax, et depuis Moax on franchit une campagne très fleurie pour atteindre Osijek en Croatie. Osijek est une ville qui a été fortement marquée par les événements des années 90. Le Christ du monastère franciscain est particulièrement célèbre et il est réalisé à l'aide de restes de munitions et de fils de fer barbelés. À Ilok, il ne faut rater sous aucun prétexte la visite des caves du château, ni sa prestigieuse dépendance culinaire sur les hauteurs de ce très beau vignoble. À Ilok se visite également un beau château-musée un peu austère, un peu trop modernisé, mais somme toute intéressant parce que bien documenté et permettant de découvrir les spécificités, tant sur le plan du mobilier que sur celui des coutumes, des occupations et de toutes les particularités vestimentaires de cette très belle région. Entre Ilok et Vukovar, à mi-chemin, se trouve un mémorial dont le nom est imprononçable et qui témoigne des atrocités des années 90. Le château d'eau de Vukovar est un autre témoin de cette terrible période qui avait mis ce pays à feu et à sang. Et grand. Donc là, nous nous retrouvons vraiment dans le centre-ville baroque de Vukovar. Nous allons tourner à droite. Si vous regardez à droite, vous allez voir ce bâtiment qui est complètement détruit avec quand même des jardins de géranium aux fenêtres. Au centre-ville restauré, modernisé, on trouve l'embarcadère. La visite de Belgrade commence idéalement par la forteresse et par temps clément. Cette promenade est vraiment très agréable, surtout pour les photographes. La forteresse surplombe la Save qui elle-même se jette dans le Danube. On trouve également une imposante collection d'armes de guerre qui rappelle bien des souffrances en Serbie. En 1918, Belgrade a été libérée par une armée franco-serbe, ce qui explique ce mémorial en l'honneur de la France. À Belgrade, les guides ont du tonus et de l'humour. Et il utilisait un slogan pour les élections, il disait « Il faut voter pour moi, parce que moi, je suis déjà riche. » Un politicien honnête, imaginez-vous. Il a gagné les élections. C'était construit comme le Parlement de la Yougoslavie entre 1930 et 1936.
pays yougoslave qui a été bombardé en 99 par les avions. Très précis le bombardement, vous voyez. C'était vide déjà. On ne peut pas le reconstruire. Ça, c'est déjà vendu. Une compagnie juive, une entreprise juive a acheté ça, ils vont faire un hôtel. Et ici, nous nous dirigeons vers l'église Saint-Gabriel. C'est une belle église, surtout remarquable à l'intérieur par ses fresques qui recouvrent totalement l'intérieur du sol aux voûtes. Il ne manque au caméraman qu'un pied pour son appareil pour éviter les tremblements de l'image. Et tout près se trouve l'extravagante cathédrale Saint-Save. Sa construction a commencé en 1939, mais arrêtée durant la dernière guerre mondiale, pratiquement à l'abandon après-guerre, et c'est seulement en 2001 que les travaux ont repris très sérieusement. Mais il faudra de nombreuses années encore pour faire aboutir le projet initial, consistant notamment à recouvrir totalement toutes les surfaces de la cathédrale de mosaïque. À Belgrade, les blessures de guerre commencent à se faire oublier. La ville est agréable à visiter, surtout lorsqu'on peut oublier son parapluie et profiter d'un ciel clément. Par contre, la langue serbe ne nous est vraiment pas familière et mieux vaut lire que prononcer. Dans ce vaste domaine de Topola se trouve non seulement la maison de Pierre Ier de Serbie, mais surtout l'extraordinaire église Saint-Georges. L'église est totalement décorée de mosaïques qui sont des copies de 60 monastères serbes. L'ensemble est absolument stupéfiant de beauté. La crypte est décorée de mosaïques de la même manière. Son éclairage, toutefois, ne permet pas un rendu
aussi étonnant que celui de l'église elle-même. Un coin de ciel bleu arrange bien les choses, mais quel temps peut-il faire pour voir les portes de fer? Départ vers les portes de fer. Quelques courageux s'aventurent sur le pont Soleil avant même l'arrivée du soleil. D'autres préfèrent le confort du salon. Mais c'est tout de même plus agréable lorsque la météo fait bien les choses. Les portes de fer sont ces passages étroits, naturellement bien plus hauts. L'environnement est tout à fait sauvage, pratiquement pas de construction. Juste quelques villages. Plutôt des lieux de vacances. Et quand le soleil est là, les vacances sont les bienvenues. Ici, un très bel hôtel qui a une allure de petit monastère. Et tout près de cet hôtel, sans doute pas par hasard, l'homme de pierre, imposant dans la falaise. Il semble surveiller la frontière roumaine, puisque sur l'autre rive, c'est la frontière serbe. Pour le passage des écluses, le navire doit limiter sa hauteur. À l'arrière, les vannes montent de façon à permettre l'ouverture à l'avant et faire baisser le niveau de l'eau pour poursuivre la navigation. La deuxième écluse des portes de fer est moins impressionnante. Les toutous s'amusent et les passagers en font autant. Au-delà des portes de fer, le Danube s'élargit, les paysages sont plus plats, plus monotones. Le ciel bleu est encore de la partie, mais très souvent menace dans ces régions. Les deux côtés du Danube font office de frontière entre la Roumanie à gauche, bordée d'une route évidemment, et la Serbie à droite, également bordée d'une route. Ne cherchez pas le ponton 2, il n'y en a qu'un seul à Oriao. Le Danube sert bien de frontière, en partie du moins pour la Bulgarie, mais Sofia se trouve à près de 3 heures de route. La visite de Sofia commence souvent par le musée archéologique, qui est une ancienne mosquée, agrémentée d'une étonnante mezzanine, qui forme un second étage sur tout le pourtour, ce qui permet aussi de présenter de nombreux objets, même si ceux-ci ne sont pas tout à fait bien mis en valeur. Les inscriptions sont majoritairement rédigées en cyrillique,
Ce qui prouve que le tourisme n'a pas encore pris son plein essor en Bulgarie. Naturellement, on ne rate pas la relève de la garde. Oh, les Shintok là. Il doit s'échauffer la plante des pieds, hein, faire ça. Une belle balade pédestre permet de découvrir les vestiges romains. Plus loin, l'ancienne cathédrale. Un peu plus loin se trouve le très beau théâtre. Puis l'église Saint-Nicolas, une très belle petite église. Enfin, l'opéra. Plus loin, on peut découvrir l'église Sainte-Sophie, construite à une époque où l'église devait se faire discrète. Naturellement, la palme revient à la cathédrale. Elle est splendide et il ne faudra pas rater dans quelques instants la visite de la crypte. La crypte a été transformée en musée. Ce musée présente un nombre colossal d'icônes rassemblant des œuvres depuis le IXe siècle jusqu'à nos jours. Il est difficile de trouver l'équivalent dans le monde. Hélas, il faut se préparer à reprendre la route vers Oryahovo, 3 heures de route. Veliko Tornovo fut capitale de la Bulgarie jusqu'au XIVe siècle. La partie ancienne de la ville est surtout réservée aux touristes avec énormément de boutiques. En contrebas, l'église orthodoxe. À proximité se visite aussi une maison-musée, partie basse en pierre, partie haute en bois. Les énormes lits tout à fait typiques. L'aménagement est vraiment parfaitement reconstitué. Très bel extérieur. Et les escaliers menant vers la forteresse. C'est un lieu assez magique. Les chiens ne sont pas les seuls à attendre les touristes à Arbanassi. L'église de la Nativité ne paie pas de mine, mais les intérieurs sont absolument extraordinaires, comme en témoignent ces images, interdites sur place, mais trouvées sur Internet. Les fresques de cette église du XVIe siècle ont été récemment restaurées car elles étaient recouvertes de noir de fumée des bougies qui, pendant des siècles, ont sali ces belles œuvres. À Veliko Tornovo,
Un autre lieu est absolument incontournable, il s'agit de la forteresse de Tsarevest. Pratiquement à l'abandon après-guerre, et c'est seulement en 2001 que les travaux ont repris. Il faut prendre son temps pour gravir le chemin et les escaliers menant vers la forteresse, menant à l'église fortifiée qui se trouve tout à fait au sommet. Église où il est possible de découvrir des fresques récentes, moins colorées que celles de la chapelle de la Nativité, et un petit peu plus tristes. Pour la destination de Bucarest, c'est souvent le petit port d'Oltenita qui est utilisé. C'est un petit port envahi par les toutous et malheureusement pas mal délaissé par l'industrie. Bucarest se trouve à 1h30 de route. C'est une très belle ville où les Français se sentent tout à fait à l'aise, où on a l'impression d'être dans une capitale de l'Ouest plutôt que de l'Est européen. Témoignage de la Révolution de décembre 89, ici le mémorial de la Renaissance. Puis l'opéra et la très prestigieuse bibliothèque universitaire. Et tous ces lieux publics rivalisent de beauté. C'est un bâtiment qu'on appelle aujourd'hui le Palais du Parlement, qui était censé être avant 1989 le siège du Parti communiste, le siège du comité central du Parti communiste et le siège de la Grande Assemblée nationale qui à l'époque était le Parlement communiste. Bâtiment qu'on appelle aussi le Palais de Nicolae Ceausescu. La plupart du temps, et quand on dit palais de Nicolae Ceausescu, une des premières idées qu'on a, c'est résidence de Nicolae Ceausescu. À Bucarest, il ne faut pas hésiter à visiter la cathédrale patriarcale. Le quartier fait l'objet d'énormes travaux de restauration et de mise en valeur. La cathédrale elle-même est en parfait état. Ses mosaïques extérieures sont absolument remarquables. Et sous une coupole apparaissent des fresques elles-mêmes très bien restaurées et maintenues également en parfait état. La très grande fréquentation de la cathédrale ne permet malheureusement pas de visiter son intérieur car les offices religieux sont extrêmement nombreux et les touristes ne sont pas tellement souhaités ici. Ici, les taxis se font une rude concurrence et d'ailleurs ils affichent les prix du kilomètre. Aussi heureux de rouler vers l'aéroport que nos taxis parisiens. D'autant que la route est courte, belle, rarement encombrée. Et sur ce, nous disons bye bye le Danube et Bucarest.